Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Des moments où nous voulons à la fois rester et partir, où nous désirons le silence et redoutons la solitude, où nous aspirons au changement tout en nous accrochant à ce qui est familier. Ces tensions habitent nos journées, elles traversent nos pensées nocturnes, elles colorent nos choix sans jamais se résoudre vraiment. Et peut-être que nous passons beaucoup de temps à chercher comment les dissoudre, comment choisir enfin un camp, comment devenir cohérent. Mais il existe une autre possibilité, celle de reconnaître que ces oppositions font partie de nous, qu'elles ne demandent pas nécessairement à être résolues, qu'elles peuvent cohabiter, comme des courants contraires dans un même fleuve. Certains soirs, nous ressentons cette fatigue particulière, celle qui vient non pas de l'effort, mais de la multiplicité. Nous sommes à la fois celui qui veut avancer et celui qui hésite, celui qui espère et celui qui doute, celui qui se souvient et celui qui préfère oublier. Et ces différentes versions de nous ne se succèdent pas simplement dans le temps, elles coexistent, parfois en harmonie, souvent en tension. La pensée occidentale a longtemps cherché à éliminer ces contradictions, à construire des systèmes où tout s'accorde, où chaque élément trouve sa place dans un ordre cohérent. Mais la vie intérieure ne fonctionne pas toujours selon cette logique. Le poids de la cohérence. Depuis l'enfance, nous apprenons que les contradictions sont des erreurs à corriger. On nous enseigne que si deux propositions s'opposent, l'une doit être fausse, qu'il faut choisir, qu'il faut trancher. Cette exigence de cohérence structure notre éducation, notre façon de penser, notre rapport à nous-mêmes. Et quand nous découvrons en nous des désirs contradictoires, des croyances incompatibles, des élans qui se contredisent, nous éprouvons souvent une forme de malaise, un sentiment d'incomplétude, l'impression que quelque chose ne va pas. Cette recherche de cohérence a une histoire. Dans la Grèce antique, Aristote formulait le principe de non-contradiction. Une proposition ne peut être vraie et fausse en même temps. C'est l'un des fondements de la logique occidentale. Ce principe a rendu possible la science, les mathématiques, la construction de systèmes de pensée rigoureux, mais appliqués à la vie intérieure, il crée parfois une pression particulière, celle de devoir choisir, de devoir se définir, de devoir éliminer tout ce qui semble s'opposer à ce qui nous définit. En psychologie, cette exigence prend une forme spécifique. Léon Festinger, dans les années 50, a développé la théorie de la dissonance cognitive. Il observait que lorsque nous détenons deux croyances contradictoires, ou quand nos actions contredisent nos valeurs, nous éprouvons une tension psychologique inconfortable. Cette tension nous pousse à modifier nos croyances ou nos comportements pour restaurer la cohérence. Festinger donnait l'exemple d'un fumeur qui sait que le tabac est nocif. Il ressent une dissonance entre son comportement et sa connaissance. Time 0.6. Pour réduire cette tension, il peut soit arrêter de fumer, soit minimiser les dangers, soit se convaincre que d'autres risques sont plus importants. La dissonance cognitive explique beaucoup de nos rationalisations, nos justifications, nos arrangements avec nous-mêmes. Mais cette théorie suppose que la cohérence est un état désirable, que la tension doit être réduite. Et si certaines contradictions n'avaient pas besoin d'être résolues, et si elles pouvaient simplement exister, sans nous déchirer, sans nous obliger à choisir. Dans les années 70, le psychologue Paul Watzlawick et ses collègues de l'école de Palo Alto ont exploré ce qu'ils appelaient les doubles contraintes. Des situations où nous recevons des messages contradictoires, où chaque option semble impossible, ou par exemple un parent qui dit à son enfant soit spontané, ce qui crée un paradoxe, car obéir à cet ordre, c'est précisément ne pas être spontané. Ces doubles contraintes peuvent être source de souffrance, mais elles révèlent aussi quelque chose sur la nature de notre expérience. Nous vivons constamment dans des systèmes qui nous adressent des demandes contradictoires. Sois toi-même, mais conforme-toi aux normes. Exprime tes émotions, mais garde le contrôle. Réussis professionnellement, mais préserve ta vie personnelle.
Ces injonctions paradoxales ne peuvent pas être résolues par la simple logique, elles demandent une navigation plus subtile, un équilibre qui change selon les moments, selon les contextes, selon ce qui nous semble possible à un instant donné. La philosophe Hannah Arendt parlait de la pluralité humaine. Pour elle, nous ne sommes jamais simplement un. Nous existons toujours en relation avec d'autres, avec nous-mêmes, avec nos différentes facettes. Cette pluralité n'est pas un problème à résoudre, c'est la condition même de notre humanité. Nous sommes multiples et c'est précisément cette multiplicité qui nous permet d'habiter le monde. Les tensions silencieuses. Il y a des contradictions que nous portons sans même les nommer. Nous aimons la solitude et redoutons l'isolement. Ces deux mouvements ne sont pas exactement opposés, mais ils créent une tension douce. Certains jours, nous cherchons le silence, nous fermons la porte, nous éteignons les notifications, nous nous retirons. D'autres jours, ce même silence devient pesant, nous cherchons une présence, un regard, une voix familière. Ces deux besoins coexistent, ils ne se remplacent pas, ils alternent selon des rythmes que nous ne maîtrisons pas toujours. Nous voulons être compris et préserver notre mystère. Nous désirons qu'on nous connaisse vraiment, qu'on devine nos pensées, qu'on perçoive ce qui reste non dit. En même temps, nous tenons à garder certaines zones secrètes, des pensées que personne ne partage, des désirs que nous ne formulons pas, une part d'opacité qui nous appartient. Ces deux aspirations ne s'annulent pas, elles dessinent un équilibre instable, une danse entre révélation et retrait. Nous cherchons la stabilité et l'imprévu. Une partie de nous construit des routines, des habitudes, des structures qui nous rassurent. Nous aimons savoir ce qui va se passer, anticiper, nous préparer. Mais nous ressentons aussi le besoin de rupture, de surprise, de quelque chose qui vienne troubler l'ordre établi. Cette tension traverse nos vies, elle apparaît dans nos choix professionnels, dans nos relations, dans notre rapport au temps. Parfois, les deux désirs se manifestent simultanément. Nous voulons que tout continue exactement comme maintenant et nous rêvons d'un bouleversement complet. Nous désirons l'engagement et redoutons l'enfermement. Nous voulons nous attacher à quelque chose, à quelqu'un, à un projet qui donne sens et direction. Mais dès que l'engagement se dessine, nous ressentons parfois une inquiétude, la peur de nous perdre, de renoncer à d'autres possibilités. Cette tension est particulièrement visible dans les relations amoureuses. Nous cherchons la sécurité d'un lien profond et en même temps, nous voulons garder notre liberté. Ces deux besoins ne sont pas incompatibles en théorie, mais en pratique, ils créent des frictions, des moments où nous ne savons pas ce que nous voulons vraiment. Nous aspirons à la reconnaissance et fuyons l'exposition. Nous voulons que notre travail soit vu, que nos efforts soient remarqués, que quelqu'un reconnaisse notre valeur. Mais dès que le regard se pose sur nous, nous ressentons parfois un malaise, une envie de disparaître, de nous soustraire au jugement. Cette ambivalence face au regard de l'autre structure beaucoup de nos interactions sociales. Nous cherchons la visibilité tout en craignant ses conséquences. Ces contradictions douces ne demandent peut-être pas de résolution. Elles ne sont pas des problèmes à résoudre, plutôt des polarités entre lesquelles nous oscillons, comme la respiration qui alterne inspiration et expiration sans que l'une doive triompher de l'autre, comme les marées qui montent et descendent selon des rythmes qui nous dépassent. Ce que disent les neurosciences, le cerveau humain n'est pas un système unifié. Il est composé de structures multiples, apparues à différentes époques de l'évolution, qui ne parlent pas toujours le même langage. Le modèle du cerveau triunique, proposé par Paul MacLean dans les années 60, bien que simplifié, suggère cette stratification. Le cerveau reptilien gère les fonctions vitales, la survie immédiate, les réflexes archaïques. Le cerveau limbique, apparu avec les mammifères, traite les émotions, la mémoire affective, les liens sociaux.
Le néocortex, le plus récent, permet la pensée abstraite, le langage, la planification, le raisonnement complexe. Ces trois systèmes ne fonctionnent pas toujours en harmonie. Parfois, le corps réagit avant que la pensée n'intervienne. Le cœur s'accélère face à une menace perçue, même si la raison sait qu'il n'y a pas de danger réel. D'autres fois, l'émotion submerge le raisonnement. Nous savons ce qu'il faudrait faire, nous comprenons la logique, mais nous ne pouvons pas agir selon cette logique. Ces décalages ne sont pas des dysfonctionnements, ils témoignent de la complexité de notre architecture neuronale. Les recherches en neurosciences révèlent aussi que nos deux hémisphères cérébraux traitent l'information différemment. L'hémisphère gauche, chez la plupart des gens, privilégie l'analyse, la séquence, le détail, le langage verbal. L'hémisphère droit appréhende les ensembles, les contextes, les nuances, les dimensions spatiales et émotionnelles. Ces deux modes de traitement coexistent, parfois en tension. Nous voulons comprendre les détails et saisir la totalité, zoomer et dézoomer, analyser et ressentir. Ces approches ne se réconcilient pas toujours facilement. Antonio Damasio, neurologue contemporain, a montré que l'émotion et la raison ne sont pas séparées. Ses études sur des patients avec des lésions dans certaines zones du cerveau révèlent que l'absence d'émotion empêche la prise de décision rationnelle. Ces patients peuvent analyser toutes les options logiquement, peser les avantages et les inconvénients, mais ils ne parviennent pas à choisir, car ils ne ressentent pas de préférence. Cela suggère que nos décisions émergent d'un dialogue constant, parfois conflictuel, entre différents systèmes. La raison ne gouverne pas seule, l'émotion n'est pas un parasite à éliminer. Elles cohabitent, se contredisent parfois, et c'est de cette tension que naissent nos choix. Plus récemment, les neurosciences ont découvert ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est un ensemble de régions cérébrales qui s'activent quand nous ne sommes pas concentrés sur une tâche extérieure, quand nous rêvassons, quand notre esprit vagabonde, quand nous pensons à nous-mêmes. Ce réseau semble impliqué dans la construction de notre récit personnel, dans la façon dont nous nous racontons notre vie. Mais il coexiste avec d'autres réseaux, notamment celui de l'attention dirigée vers l'extérieur. Ces réseaux s'inhibent mutuellement. Quand l'un est actif, l'autre tend à se désactiver. Nous oscillons constamment entre tourner notre attention vers l'intérieur et vers l'extérieur, entre nous perdre dans nos pensées et nous ancrer dans le présent. Cette oscillation est normale, constitutive du fonctionnement cérébral. Le neurologue Michael Gazzaniga a étudié des patients dont les deux hémisphères cérébraux avaient été séparés chirurgicalement. Ces recherches révèlent quelque chose d'étonnant. L'hémisphère gauche semble fonctionner comme un interprète. Il crée des récits pour donner sens aux actions, même quand ces récits sont inventés. Il construit constamment de la cohérence, parfois au prix de la vérité. Pendant ce temps, l'hémisphère droit reste plus proche de l'expérience directe, plus sensible aux contradictions, moins pressé de tout expliquer. Nous portons donc en nous ces deux tendances, celle qui cherche la cohérence à tout prix et celle qui accepte l'ambiguïté. Les philosophies de l'ambivalence. Toutes les traditions de pensée n'ont pas cherché à éliminer la contradiction. En Asie, certaines philosophies ont développé des approches différentes. Le taoïsme, notamment, ne voit pas les opposés comme des ennemis à réconcilier, mais comme des complémentaires en mouvement. Le symbole du yin et du yang illustre cette vision, deux forces qui s'entrecroisent, chacune contenant une part de l'autre. La lumière contient une graine d'obscurité, l'obscurité contient une graine de lumière. Elles ne luttent pas pour dominer, elles dansent, elles s'alternent, elles s'engendrent mutuellement. Le Tao Te Ching, texte fondateur du taoïsme, suggère que la sagesse ne consiste pas à choisir un pôle contre l'autre. Lao Tzu écrivait que le sage connaît la force mais reste dans la douceur, qu'il comprend la lumière mais demeure dans l'obscurité. Il ne s'agit pas de transcender les contraires,
mais d'habiter leur alternance, de reconnaître que chaque qualité appelle son opposé. La dureté naît de la douceur, la faiblesse contient une forme de force. Cette pensée ne cherche pas la synthèse, elle accepte la polarité comme nature même du réel. Le bouddhisme, de son côté, parle de la voie du milieu, mais ce milieu n'est pas un compromis, ce n'est pas une position intermédiaire entre deux extrêmes. C'est plutôt la reconnaissance que tous les phénomènes sont interdépendants, que rien n'existe de façon absolue, que les oppositions sont des constructions mentales. Le concept de sunyata, parfois traduit par vacuité, suggère que les choses n'ont pas d'essence fixe. Elles émergent des conditions, elles changent, elles n'existent que relationnellement. Dans cette perspective, vouloir éliminer la contradiction, c'est méconnaître la nature même de l'expérience. Le philosophe japonais Kitaro Nishida, au XXe siècle, a développé une pensée qu'il appelait la logique du lieu. Il cherchait à dépasser l'opposition sujet-objet, à penser une réalité où les contraires coexistent sans se résoudre. Pour Nishida, la conscience elle-même est un lieu paradoxal, où le moi et le non-moi se rencontrent, où l'intérieur et l'extérieur ne sont pas séparés absolument. Cette approche philosophique refuse la logique binaire occidentale, sans pour autant tomber dans la confusion. En Occident aussi, certains penseurs ont exploré ces territoires. Héraclite, philosophe grec présocratique, affirmait que tout coule, que rien ne demeure identique à soi-même. Il disait qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, car ni le fleuve ni celui qui s'y baigne ne sont les mêmes. Pour Héraclite, la réalité est constituée de tensions, le chaud et le froid, le jour et la nuit, la vie et la mort. Ces opposés ne s'annulent pas, ils se définissent mutuellement, ils créent le mouvement même de l'existence. Il parlait de l'unité des opposés, non pas leur fusion, mais leur coexistence nécessaire. Plus récemment, le philosophe français Edgar Morin a développé une pensée de la complexité. Il propose d'accepter que certains phénomènes comportent des dimensions contradictoires, qu'il faut apprendre à penser ensemble des éléments qui semblent s'exclure. Il parle de dialogique, la capacité de maintenir ensemble des logiques antagonistes sans chercher à les fusionner. L'ordre et le désordre coexistent, la partie et le tout s'influencent réciproquement. Le sujet et l'objet ne sont pas séparables absolument. Cette approche ne résout pas les contradictions, elle les reconnaît comme constitutives du réel. Le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel avait proposé une autre approche, la dialectique. Pour Hegel, une thèse génère son antithèse, et de leur conflit émerge une synthèse, qui devient à son tour une nouvelle thèse. C'est un mouvement de dépassement, où les contradictions ne sont pas simplement acceptées, mais transformées en moteurs de développement. Cette vision est séduisante, elle suggère que rien n'est perdu, que chaque conflit mène à quelque chose de plus riche. Mais elle suppose aussi que toute contradiction peut et doit être dépassée, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas dans l'expérience vécue. Parfois, les tensions persistent, sans conduire à une synthèse, simplement en existant. Les paradoxes du quotidien. Nos vies ordinaires sont tissées de ces tensions non résolues. Nous voulons être libres et appartenir à quelque chose. L'individualisme moderne valorise l'autonomie, la capacité à choisir sa vie, à se définir par soi-même, à ne dépendre de personne. Mais en même temps, nous cherchons des communautés, des liens, des appartenances qui nous dépassent. Nous voulons faire partie de quelque chose de plus grand, nous sentir intégrés, reconnus par un groupe. Ces deux aspirations ne se réconcilient pas facilement. Trop de liberté peut mener à l'isolement, au sentiment de déracinement, à l'angoisse du choix illimité. Trop d'appartenance peut étouffer, réduire notre espace de mouvement, nous enfermer dans des rôles. Et nous oscillons. Parfois nous affirmons notre singularité, parfois nous nous fondons dans un groupe, sans jamais trouver un équilibre définitif. Nous désirons la reconnaissance et redoutons le regard. Nous voulons que nos efforts soient vus,
que notre valeur soit reconnue, que quelqu'un remarque ce que nous faisons. En même temps, le regard des autres peut devenir pesant. Nous craignons le jugement, nous voulons parfois disparaître, agir sans être observés. Cette tension traverse toutes les relations. Nous exposons certaines parts de nous, nous en cachons d'autres, selon un calcul subtil que nous ne maîtrisons pas toujours. Les réseaux sociaux amplifient ce paradoxe. Nous cherchons la visibilité et redoutons l'exposition. Nous voulons être vus sous notre meilleur jour, mais cette mise en scène constante peut devenir épuisante. Nous cherchons le sens et acceptons l'absurde. Une partie de nous veut que tout ait un sens, que nos actions s'inscrivent dans un projet, que nos souffrances servent à quelque chose, que notre vie raconte une histoire cohérente. Mais nous savons aussi, parfois, que beaucoup de choses arrivent sans raison. Les événements ne forment pas toujours un récit cohérent, certaines douleurs ne mènent nulle part, certaines joies sont gratuites. Albert Camus parlait de cette tension dans le mythe de Sisyphe. Il décrivait l'absurde comme la confrontation entre notre besoin de sens et le silence du monde. Mais il ne proposait pas de résoudre cette contradiction, plutôt d'apprendre à vivre avec, de reconnaître l'absurde sans se détourner. Pour Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux, non pas parce qu'il a trouvé un sens à sa tâche, mais parce qu'il l'accepte pleinement. Nous voulons contrôler et lâcher prise. Une partie de nous cherche à maîtriser, à prévoir, à organiser, à réduire l'incertitude. Nous faisons des plans, nous anticipons les problèmes, nous essayons de prévenir les difficultés. Mais nous savons aussi que tout ne peut être contrôlé, que l'imprévu surgit, que certaines choses doivent être accueillies plutôt que dirigées. Cette tension est particulièrement visible dans notre rapport au temps. Nous remplissons nos agendas, nous planifions nos journées, nous découpons le temps en segments productifs. Puis, nous rêvons de temps vide, de journées sans programme, de lâcher prise, de spontanéité. Les deux mouvements coexistent sans que l'un doive l'emporter définitivement. Nous voulons la nouveauté et la familiarité. Nous cherchons de nouvelles expériences, de nouveaux lieux, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées. La nouveauté nous stimule, elle nous fait sentir vivants, elle élargit notre monde. Mais nous avons aussi besoin de la familiarité, des habitudes, des lieux connus, des visages familiers. Le familier nous rassure, il crée un sentiment de continuité, il nous permet de nous reposer. Cette tension apparaît dans nos choix de vie. Certains voyagent constamment, d'autres restent enracinés, mais presque tous ressentent parfois le désir de l'alternative. Nous aspirons à la simplicité et créons de la complexité. Nous rêvons d'une vie simple, dépouillée, essentielle. Nous imaginons nous débarrasser du superflu, réduire nos possessions, simplifier nos engagements. Pourtant, nous continuons d'accumuler, de nous engager dans de nouveaux projets, d'ajouter des couches de complexité à notre existence. Cette contradiction traverse nos sociétés modernes, qui célèbrent le minimalisme tout en produisant toujours plus. La contradiction créatrice. Certaines contradictions ne sont pas des obstacles, elles sont des moteurs. En art, la tension entre règles et liberté a toujours été productive. Les formes fixes en poésie, le sonnet, l'alexandrin, le haïku imposent des contraintes strictes. Mais c'est dans ces contraintes que naît parfois la créativité. Le poète cherche le mot juste dans un espace limité, et cette limitation engendre des trouvailles, des associations inattendues, des solutions inventives. L'improvisation jazz fonctionne de même. Il y a une grille harmonique, des conventions, un cadre. Et dans ce cadre, le musicien explore la liberté, il dévie, il surprend, il invente. La tension entre structure et spontanéité produit quelque chose qui n'existerait pas sans cette double exigence. En science aussi, les contradictions peuvent être fécondes. La lumière se comporte parfois comme une onde, parfois comme une particule. Pendant longtemps,
Cette dualité dérangeait les physiciens. Ils cherchaient à déterminer ce qu'était vraiment la lumière, à trancher entre les deux modèles. Mais la mécanique quantique a appris à vivre avec cette contradiction. La lumière n'est ni onde ni particule, ou elle est les deux, selon le contexte, selon la mesure. Cette acceptation de la complémentarité, formulée par Niels Bohr, a permis des avancées que la recherche d'une réponse unique aurait bloquées. Bohr parlait de complémentarité, l'idée que certains aspects de la réalité ne peuvent être appréhendés simultanément, mais sont tous deux nécessaires pour une description complète. Dans le développement humain, certaines tensions sont nécessaires. Erik Erikson, psychanalyste du XXe siècle, a décrit le développement psychologique comme une série de crises. À chaque étape de la vie, nous devons négocier une tension. Dans la petite enfance, confiance versus méfiance. L'enfant doit apprendre à faire confiance au monde, mais aussi à reconnaître les dangers. Dans l'adolescence, identité versus confusion. Construire un sens de soi stable, tout en restant ouvert au changement. À l'âge adulte, générosité versus stagnation. Donner aux autres et aux générations futures, tout en prenant soin de soi. Ces tensions ne se résolvent jamais complètement. Elles se renégocient, elles évoluent. La santé psychologique ne consiste pas à éliminer un pôle, mais à maintenir un équilibre dynamique qui se reforme constamment. Dans les relations aussi, certaines contradictions sont vitales. Nous voulons de l'intimité et de l'autonomie. Se rapprocher de quelqu'un, partager son espace, ses pensées, sa vulnérabilité, tout en gardant une indépendance, des territoires propres, une liberté de mouvement. Les relations durables ne résolvent pas cette tension. Elles apprennent à danser avec elle. Parfois plus de proximité, parfois plus de distance, selon les besoins qui changent, selon les moments de la vie. Le psychologue Murray Bowen parlait de différenciation, la capacité de maintenir un sens de soi dans la proximité relationnelle. Ni fusion, ni séparation totale, mais une oscillation consciente entre les deux. L'écrivain F. Scott Fitzgerald disait qu'un signe d'intelligence supérieure est la capacité de garder deux idées opposées en tête en même temps, tout en continuant à fonctionner. Cette capacité n'est pas réservée aux intellectuels. Nous la pratiquons tous, quotidiennement, quand nous aimons quelqu'un malgré ses défauts, quand nous poursuivons un objectif tout en doutant, quand nous vivons avec l'incertitude. L'acceptation sans résolution. Il existe une différence entre accepter et se résigner. Se résigner, c'est abandonner, c'est subir passivement, c'est renoncer à agir, c'est céder par épuisement ou désespoir. Accepter, c'est reconnaître ce qui est, sans nécessairement s'y soumettre, sans nécessairement le transformer. Accepter une contradiction, ce n'est pas dire qu'elle est bien, c'est simplement constater qu'elle existe, qu'elle fait partie de l'expérience, qu'elle ne disparaîtra peut-être pas. La psychothérapie d'acceptation et d'engagement, développée par Stephen Hayes dans les années 80, propose justement cela. Plutôt que de chercher à éliminer les pensées inconfortables, les émotions contradictoires, elle suggère de les accueillir, de créer de l'espace pour qu'elles existent, sans qu'elles dominent, sans qu'elles définissent tout. On peut ressentir de la peur et avancer quand même, éprouver du doute et agir, porter des contradictions et vivre. Hayes parle de diffusion cognitive, apprendre à voir nos pensées comme des événements mentaux, plutôt que comme des vérités absolues. Une pensée contradictoire n'est qu'une pensée, elle ne nous oblige à rien. Le philosophe français Maurice Merleau-Ponty parlait de l'ambiguïté fondamentale de l'existence. Nous sommes à la fois corps et conscience, sujet et objet, liberté et déterminisme. Pour lui, chercher à résoudre ces ambiguïtés, c'est méconnaître la nature même de l'expérience humaine. Nous existons dans l'entre-deux, dans le chiasme, dans l'entrelacement. Et c'est précisément cette situation ambiguë qui rend possible notre existence. Nous ne sommes ni pur esprit, ni purs objets. Nous sommes incarnés, situés,
toujours en relation avec un monde qui nous échappe partiellement. Accepter de vivre avec des contradictions, ce n'est pas renoncer à penser, c'est plutôt reconnaître que la pensée ne peut pas tout ordonner, que certaines zones restent floues, que l'incohérence n'est pas toujours un échec. Parfois, elle est simplement le signe que nous sommes vivants, que nous changeons, que nous ne sommes pas réductibles à une formule. Le philosophe Ralph Waldo Emerson écrivait qu'une cohérence stupide est le spectre des petits esprits. Il suggérait que vouloir à tout prix être cohérent, c'est parfois se trahir soi-même, ignorer les complexités de l'expérience, se rigidifier. Le poète Walt Whitman écrivait dans Feuilles d'herbe « Me contredis-je, très bien je me contredis, je suis vaste, je contiens des multitudes. » Cette affirmation n'est pas une célébration de l'incohérence, c'est une reconnaissance de la complexité humaine. Nous sommes effectivement vastes, nous contenons des désirs multiples, des croyances qui évoluent, des parts de nous qui ne s'accordent pas toujours. Et c'est bien ainsi. Les silences entre les mots. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire parce qu'elles sont contradictoires. Nous aimons quelqu'un et nous lui en voulons. Nous sommes fiers de notre vie et nous la trouvons insignifiante. Nous croyons en quelque chose et nous en doutons. Ces vérités simultanées ne se formulent pas facilement. Le langage préfère la clarté, les positions définies, les choix tranchés. Mais l'expérience vécue est plus nuancée, plus floue, plus instable. Ludwig Wittgenstein, philosophe autrichien, disait que les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Ce que nous ne pouvons pas nommer reste dans l'ombre. Mais peut-être que certaines choses n'ont pas besoin d'être nommées pour exister. Peut-être que le silence aussi dit quelque chose. Les pauses, les hésitations, les mots qui manquent. Ils témoignent de cette part de nous qui échappe à la définition. En musique, les silences sont aussi importants que les notes. John Cage, compositeur américain du XXe siècle, a composé une œuvre intitulée 4 minutes 33 secondes. Le pianiste entre sur scène, s'assoit, ferme le couvercle du piano et ne joue rien pendant toute la durée indiquée. L'œuvre, c'est le silence, ou plutôt, c'est tout ce qu'on entend quand on croit qu'il y a du silence. Les respirations, les toux, les bruits extérieurs, les pensées de ceux qui écoutent. Cette pièce suggère que le vide apparent contient quelque chose, que le non-dit n'est pas rien. Nos contradictions intérieures ressemblent à ces silences. Elles occupent un espace, elles ont une présence, même si nous ne les formulons pas. Et peut-être qu'il n'est pas nécessaire de toujours les traduire en mots. Peut-être qu'elles peuvent simplement être là, comme une texture, comme un fond, comme une vibration continue. Le poète Rainer Maria Rilke écrivait des lettres à un jeune poète dans lesquelles il conseillait de vivre les questions, de ne pas chercher des réponses qui ne peuvent encore être vécues. Peut-être que certaines contradictions sont des questions qu'il faut vivre plutôt que résoudre. Dans certaines langues, les mots pour dire oui et non ne sont pas aussi tranchés qu'en français. En japonais, par exemple, les réponses peuvent être plus nuancées, incorporant l'ambiguïté dans la structure même du langage. Cela reflète peut-être une vision du monde différente, où les contradictions ne sont pas nécessairement des problèmes. Le temps qui ne résout pas tout. On dit souvent que le temps arrange les choses, que les contradictions finissent par se résoudre, que la clarté vient avec les années, que nous devenons plus cohérents en vieillissant. Mais ce n'est pas toujours vrai. Certaines tensions persistent toute une vie. Le désir de créer et la peur de l'échec, l'amour pour quelqu'un et la difficulté de vivre avec, l'attachement à un lieu et l'envie d'ailleurs. Le temps ne les efface pas nécessairement. Parfois, il les approfondit, il les rend plus familières, mais pas moins présentes. Le philosophe Søren Kierkegaard parlait de l'angoisse comme une condition fondamentale de l'existence. Pour lui, l'angoisse naît de notre liberté, du fait que nous devons choisir sans jamais avoir toutes les informations,
sans jamais être certain. Cette angoisse ne disparaît pas, elle accompagne chaque décision importante. Et vieillir ne nous en délivre pas. Cela nous apprend peut-être à vivre avec, mais elle reste. De même, nos contradictions ne se dissolvent pas avec l'âge. Elles évoluent, elles prennent d'autres formes, elles se déplacent. À 20 ans, nous oscillons entre indépendance et besoin d'appartenance. À 50 ans, nous oscillons encore, mais les termes ont changé. Le temps ne résout pas, il transforme, il déplace, il nuance. Il y a quelque chose de libérateur dans cette reconnaissance. Si nous acceptons que certaines tensions ne disparaîtront jamais, nous cessons de les attendre au tournant. Nous cessons de penser que la prochaine étape apportera enfin la cohérence. Nous arrêtons de projeter dans l'avenir un état de clarté définitive. Et peut-être que cela nous permet de vivre plus pleinement le présent, avec ses ambiguïtés, avec ses tensions non résolues. Au lieu d'attendre d'être cohérent pour commencer à vivre, nous vivons maintenant, avec tout ce qui ne s'accorde pas. La psychologue Mary Piffer, qui a étudié le vieillissement, note que les personnes âgées qui vieillissent bien ne sont pas nécessairement celles qui ont résolu toutes leurs contradictions. Ce sont plutôt celles qui ont appris à vivre avec, qui acceptent leurs ambivalences, qui ne se battent plus contre elles-mêmes. La sagesse ne serait pas la cohérence, mais l'acceptation paisible de l'incohérence, les autres et nos contradictions. Nous ne portons pas nos contradictions en solitude. Les autres les perçoivent, parfois mieux que nous. Ils voient que nous disons une chose et en faisons une autre, que nous affirmons un principe et le contredisons, que nous changeons d'avis. Et cela peut créer des tensions. Certaines personnes nous demandent de choisir. Elles veulent savoir où nous en sommes, ce que nous voulons vraiment, qui nous sommes véritablement. Et parfois, nous ne savons pas répondre, parce que la réponse serait multiple, parce qu'elle dépend du moment, parce qu'elle contient des éléments incompatibles. Cette impossibilité de donner une réponse simple peut être mal comprise, perçue comme de l'indécision, comme un manque de caractère, comme de la faiblesse. D'autres personnes, au contraire, accueillent nos contradictions. Elles ne nous demandent pas de clarifier, elles ne nous pressent pas de choisir. Elles acceptent que nous soyons changeants, que nous ne soyons pas toujours cohérents. Cette acceptation crée un espace différent, un espace où nous pouvons exister avec nos ambiguïtés, sans avoir à nous justifier constamment, sans avoir à performer une cohérence que nous ne ressentons pas. Les relations les plus profondes sont peut-être celles qui tolèrent nos contradictions, celles qui nous laissent être multiples, changer d'avis, revenir sur nos pas, sans nous enfermer dans une image fixe. Le psychanalyste Donald Winnicott parlait de l'environnement suffisamment bon, un contexte qui n'est pas parfait, qui ne répond pas à tous nos besoins, mais qui offre assez de sécurité pour que nous puissions nous développer. Peut-être qu'un environnement relationnel suffisamment bon, c'est celui qui nous permet d'être contradictoires, sans nous rejeter, sans exiger que nous nous fixions. C'est celui qui accueille notre ambivalence, qui ne la pathologise pas, qui ne la transforme pas en problème à résoudre. Certaines traditions culturelles sont plus à l'aise avec l'ambivalence que d'autres. Dans certaines cultures asiatiques, dire oui et non simultanément n'est pas perçu comme contradictoire. C'est une façon de reconnaître la complexité d'une situation. Le concept japonais de on et tatemae distingue les véritables sentiments et les opinions publiques. Ce n'est pas vu comme de l'hypocrisie, mais comme la reconnaissance que nous avons différentes facettes selon les contextes. Nous ne sommes pas exactement la même personne au travail et à la maison, avec nos parents et avec nos amis. Et c'est normal. L'anthropologue Gregory Bateson parlait de contextualisation. Nos comportements prennent sens dans leur contexte. Ce qui semble contradictoire vu de l'extérieur peut être parfaitement cohérent quand on comprend les contextes différents. Nous ne sommes pas incohérents, nous sommes contextuels. Habiter l'incertitude,
Vivre avec ces contradictions, c'est habiter l'incertitude. Ne pas savoir exactement qui nous sommes, ce que nous voulons, où nous allons. Cette incertitude peut être inconfortable. Le poète John Keats parlait de capacité négative. Il décrivait la capacité de rester dans le doute, dans les mystères, sans chercher irritablement des faits et des raisons. Pour lui, cette capacité était essentielle à la création artistique, mais elle pourrait être essentielle aussi à la vie ordinaire. Accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout résoudre, de laisser certaines questions ouvertes. L'incertitude n'est pas l'ignorance. L'ignorance, c'est ne pas savoir et ignorer qu'on ne sait pas. L'incertitude, c'est savoir qu'on ne sait pas. C'est reconnaître les limites de notre compréhension sans prétendre les dépasser. Cette lucidité peut être apaisante. Elle nous délivre de l'obligation de tout maîtriser, de tout expliquer, de tout justifier. Dans l'incertitude, il y a aussi une forme d'ouverture. Si nous ne savons pas exactement qui nous sommes, nous pouvons encore changer, nous pouvons encore devenir. Nos contradictions ne sont pas des prisons, elles sont des espaces de mouvement. Entre deux pôles opposés, nous oscillons, nous explorons, nous découvrons des nuances. Le psychologue Carl Rogers disait que le paradoxe curieux, c'est que lorsque je m'accepte tel que je suis, alors je peux changer. Tant que nous luttons contre ce que nous sommes, tant que nous rejetons nos contradictions, nous restons figés dans cette lutte. Mais quand nous acceptons, quelque chose se détend, un mouvement devient possible, non pas pour résoudre, mais pour vivre autrement avec ce qui est. L'incertitude demande une forme de courage. Le courage de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse définitive, de rester ouvert. Dans une culture qui valorise la certitude, l'expertise, les positions claires, dire « je ne sais pas » peut sembler une faiblesse, mais c'est peut-être une forme de force, une honnêteté, une reconnaissance de la complexité. Le philosophe Blaise Pascal écrivait que l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Nous sommes pris entre différentes tendances, entre l'aspiration et la limite, entre l'idéal et le réel. Et vouloir résoudre cette tension en niant l'un des pôles, c'est nous trahir nous-mêmes. La nuit et ses pensées. La nuit amplifie nos contradictions. Dans l'obscurité, les pensées se libèrent. Elles ne suivent plus la logique du jour. Elles s'entrecroisent, se contredisent. Nous voulons dormir et nous ne pouvons pas. Nous voulons penser et nous ne voulons pas. Le silence nocturne fait remonter des choses, des regrets et des espoirs, des peurs et des désirs, des certitudes et des doutes. Tout se mêle. Certains cherchent à calmer ces pensées, à retrouver l'ordre, à imposer le silence. D'autres apprennent à les laisser passer, comme des nuages dans le ciel nocturne qui traversent sans s'arrêter. Les pensées contradictoires ne demandent peut-être pas à être résolues, seulement à être observées, à être reconnues comme faisant partie du mouvement de la nuit. La méditation de pleine conscience propose quelque chose de similaire. Observer les pensées sans s'y attacher, sans les juger, sans chercher à les modifier. Simplement constater qu'elles apparaissent, qu'elles évoluent, qu'elles disparaissent, même quand elles se contredisent. Une pensée d'espoir peut être suivie d'une pensée de désespoir, sans que cela nécessite une intervention. Les deux peuvent coexister dans le flux de la conscience. La nuit nous enseigne peut-être cela, que nous ne sommes pas obligés de résoudre, que nous pouvons simplement laisser être, que les contradictions font partie du paysage intérieur, comme les ombres et les lumières font partie du paysage nocturne, et qu'il n'est pas nécessaire de tout éclairer, tout clarifier, tout ordonner. Parfois, il suffit de respirer et de laisser la nuit être ce qu'elle est, avec ses zones d'ombre, ses lueurs incertaines, ses formes qui se dessinent puis s'effacent, avec tout ce qui ne se résout pas, tout ce qui demeure en suspens, tout ce qui continuera demain.
sans qu'il soit nécessaire de conclure. Les contradictions sont peut-être comme les étoiles dispersées dans le ciel nocturne. Nous cherchons des constellations, des formes, un sens, mais les étoiles n'ont pas besoin de former des dessins pour exister. Elles brillent, chacune à sa place, parfois en harmonie, parfois en tension, et c'est l'ensemble qui crée le ciel. Cette nuit, avec toutes vos contradictions, avec tout ce qui ne s'accorde pas en vous, vous pouvez simplement être, sans chercher à tout résoudre, sans forcer la cohérence, sans vous obliger à choisir. Les tensions peuvent coexister, les désirs opposés peuvent se côtoyer, les pensées contradictoires peuvent traverser votre esprit, et tout cela fait partie de vous. Si ce voyage à travers les contradictions vous a accompagné, si ces tensions familières ont trouvé un écho, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Maintenant, laissez votre esprit dériver avec ses pensées contradictoires, avec ses désirs multiples, avec tout ce qui ne s'accorde pas. Dormez paisiblement dans l'acceptation de ce qui est, sans chercher à tout résoudre, et que vos rêves accueillent toutes les parts de vous, même celles qui semblent s'opposer, même celles qui ne trouvent pas de mots. Bonne nuit.